Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un élément important de la création d'entreprise, le marketing et la communication. L'objectif de cette séquence est de vous livrer les points essentiels pour définir votre politique marketing, votre politique de communication et de fidélisation. Quelques définitions pour commencer. Le marketing désigne l'ensemble des moyens et techniques permettant d'atteindre des objectifs commerciaux. La communication désigne l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'un public pour contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux. La communication est donc au service d'un objectif marketing. La partie que nous allons voir découle directement de votre étude de marché, de l'analyse de vos clients. Toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui, normalement, vous avez eu les réponses dans votre étude de marché. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les objectifs commerciaux, votre marketing mix et votre politique de fidélisation. Commençons avec les objectifs commerciaux. La règle la plus simple à retenir, c'est que vos objectifs commerciaux doivent être clairs, mesurables et réalistes. Alors évidemment, c'est la partie la plus délicate de la création d'entreprise. Comment imaginer, comment calculer à combien de clients je vais réussir à vendre mon produit ou mon service? Résumons ce que vous avez déjà collecté au fil de votre étude de marché et des différentes enquêtes. Vous avez déjà le potentiel global du marché. Si par exemple votre cible sont les étudiantes de 16 à 20 ans à Paris, vous avez par exemple 100 000, un marché potentiel de 100 000 personnes par exemple. Ce potentiel, vous l'avez déjà ajusté suite aux enquêtes auprès de votre cible avec ceux qui disent qu'ils achèteraient votre produit et votre service. Par exemple, quand vous avez fait l'enquête, 50% de l'échantillon que vous avez interrogé se disaient intéressés. Du coup, vous passez de 100 000 à 50 000. Et puis ensuite, vous avez fait vous pouvez ajuster une troisième fois avec la concurrence. Vous avez enquêté lors de votre étude de marché et votre cible vous a dit qu'ils avaient déjà, par exemple, une solution à peu près similaire chez un concurrent. Et soit ils vont rester chez ce concurrent, soit venir chez vous, ce qui vous permet d'ajuster encore ce potentiel. Désormais, la quatrième étape à faire, c'est d'ajuster ce potentiel à la réalité. C'est-à-dire combien de clients vous pouvez servir, à combien de clients vous pouvez vendre en assurant une parfaite qualité de service. Et donc, c'est à partir de ça que vous allez fixer vos objectifs commerciaux clairs, mesurables et donc réalistes. Des objectifs clairs, ce sont des objectifs adaptés à votre activité. Par exemple, votre nombre de clients, votre nombre de couverts, votre part de marché, le nombre de produits vendus, le chiffre d'affaires, bref, c'est un indicateur qui est cohérent avec votre activité et bien évidemment, quelqu'un qui fera du conseil ne prendra pas le même indicateur qu'un magasin ou un restaurant. Retenez bien cet indicateur parce qu'il vous servira plus tard pour suivre l'évolution de votre activité. Vos objectifs doivent être mesurables. Quel que soit l'objectif que vous choisissez, vous devrez pouvoir le mesurer. Ça vous servira donc dans vos tableaux de bord. Vous devez donc pouvoir le suivre. Donc à vous de voir, est-ce que, par exemple, si vous prenez le nombre de couverts, vous pouvez mesurer le nombre de couverts que vous êtes en capacité de servir et que vous servez au quotidien. Troisième élément, des objectifs réalistes. Ce réalisme a plusieurs aspects. D'abord, vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. On l'a dit tout à l'heure, il y a forcément des gens qui proposent la même chose ou des choses qui répondent aux mêmes besoins, donc des concurrents directs ou indirects. Vous y avez travaillé pendant votre étude de marché, vous devez donc ajuster votre potentiel à cette concurrence. Deuxième chose, vous ne pourrez pas travailler 24 heures sur 24. Sur une semaine d'activité, vous devez penser à garder du temps pour l'administratif, compter à peu près une demi-journée par semaine, pour prospecter, pour faire vos devis, et évidemment pour produire. Donc il n'y a que ce temps de production qui sera complètement dédié à vos clients. Donc évidemment, vous ne pourrez pas produire 24 heures sur 24. À vous donc de faire vos petits calculs. Le troisième aspect, c'est penser à mettre des objectifs progressifs sur 3 ans. En général, quand vous allez présenter votre projet de création d'entreprise à un banquier ou un partenaire, vous allez lui proposer votre partie financière sur 3 ans. Pourquoi? Parce que la première année, vous allez surtout vérifier vos process, adapter votre process, optimiser tout ce que vous avez mis en place. Et donc, c'est surtout en deuxième et troisième année que vous pourrez atteindre votre plein potentiel d'objectif commercial. Donc, pensez bien à lisser ça sur 3 ans. Parlons maintenant du marketing mix.
Alors, le marketing mix a 4 composantes initialement. Aujourd'hui, on en rajoute une 5e. Première composante, votre produit. On en a déjà parlé, c'est donc votre proposition de valeur. Votre prix, le prix de vente, nous en reparlerons ultérieurement. Les canaux de distribution, la communication et la passion ou l'expérience client. On appelle ça les 4P ou les 5P. Commençons par votre produit. Nous ne rentrerons pas dans les détails puisqu'on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Mais donc, vous avez travaillé sur votre business model, vous avez travaillé sur votre proposition de valeur. C'est donc cela qui constitue votre produit. Vous avez dû imaginer comment le co-créer, comment innover, quel partenariat vous avez pu mettre en œuvre. Bref, vous avez normalement un produit qui répond à l'ensemble des besoins de votre segment de clientèle. Le prix. Nous n'allons pas étudier dans cette vidéo comment calculer un prix de vente, nous le ferons dans une prochaine vidéo. Retenez simplement que le bon prix est un prix acceptable par votre cible. Vous avez dû dans l'enquête travailler sur le prix psychologique, donc le prix acceptable par votre marché. Cohérent avec la concurrence, vous situez donc dans l'échelle de vos concurrents. Clair, simple et compréhensible par tous. Est-ce que c'est une unité de vente, un forfait, le menu à 5 €, le menu à 10 €, une heure de travail à 60 €, une journée à 1000 €, bref, quelque chose de simple de façon à ce que votre client sache d'avance combien va vous coûter son produit, votre produit ou votre service. Et puis évidemment, le 4e point, c'est qu'il vous permet de gagner de l'argent, de dégager des bénéfices. C'est cette partie-là que nous étudierons ultérieurement. Si vous vendez à des particuliers, faites attention à cette notion de prix qui devient compliquée à évaluer. Effectivement, tout au long de l'année, les particuliers ont l'occasion de bénéficier de soldes, de ventes privées, de réductions, bref, tout un tas de situations qui permettent de ne pas payer le prix initial. Aujourd'hui, sachez donc que les particuliers se fixent eux-mêmes leur prix psychologique par rapport à l'usage qu'ils vont faire du produit ou du service que vous proposez. Et donc, il est très très important pendant l'étude de marché que vous compreniez l'usage qu'ils pourraient en faire et la valeur tarifaire qu'ils y mettent. Donc le prix psychologique est une notion encore plus importante aujourd'hui que ce n'était alors. Deuxième aspect du marketing mix, la distribution. Est-ce que vous allez vendre directement à votre cible? Est-ce que vous allez vendre par un distributeur? Est-ce que vous allez vendre ce qu'on appelle en multicanal, par plusieurs canaux? Est-ce que vous allez vendre avec la méthode du cross-canal, plusieurs canaux qui se parlent l'un l'autre? Votre méthode de distribution, normalement, est issue de votre étude de marché. Vous avez dû poser la question à vos futurs clients et ils ont probablement dit ce qu'ils préféraient comme canal pour acheter votre proposition de valeur. Si vous optez pour la distribution multicanal, sachez que cela demande de la rigueur. 1. Il va falloir une cohérence sur les messages qui vont être distribués, diffusés par chacun des canaux. 2. Il faudra centraliser les contacts qui sont générés par chacun des canaux. 3. Il faudra coordonner, gérer et coordonner les différents canaux. 4. Il faudra choisir rigoureusement ces canaux pour qu'ils soient en cohérence avec les habitudes d'achat de vos clients. Et 5. Éventuellement, il faudra former les acteurs de ces différents canaux à la vente de vos produits ou de vos services. Faisons un zoom rapide sur le cross-canal. Le cross-canal consiste à croiser tous les avantages que peuvent présenter les différents canaux. Le client n'aura donc plus à choisir entre tel et tel canal. Par exemple, il peut s'informer sur sa tablette à la maison, acheter son produit sur le site internet à partir de son ordinateur, réaliser des économies en utilisant un code promotion qu'il a reçu par SMS, choisir de se faire directement livrer en boutique ou chez lui. Bref, il va optimiser son achat, son parcours client avec les différents canaux qui sont à sa disposition. Voyons désormais l'expérience client. L'expérience client désigne l'ensemble des perceptions, des émotions et des sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit et d'un service. Aujourd'hui, c'est le moyen le plus important pour se différencier de vos concurrents. C'est donc une somme complexe d'éléments hétérogènes qui vous permettent de vous distinguer et qui permet au client de vivre ce qu'on appelle une expérience. C'est évidemment l'expérience client est le meilleur moyen de fidéliser vos clients puisqu'ils auront envie de revenir s'ils ont vécu une très belle expérience. Une vidéo sera consacrée à ce sujet.
Voyons maintenant le dernier point du marketing mixte, la communication. Commençons par un petit peu de théorie pour définir une politique de communication. Tout d'abord, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise politique de communication. Il y a une politique de communication adaptée à votre projet. Pour cela, vous devez 1. Déterminer les cibles auxquelles va s'adresser la communication. 2. Définir l'objectif majeur de la communication d'entreprise. 3. Définir le message qui va être transmis à la cible. 4. Choisir une marque, une enseigne, un nom. 5. Choisir les supports et les canaux de communication adaptés à votre objectif et à votre cible. 6. Organiser votre plan d'action de communication. Et 7. Établir un budget de communication. Pour faire cette politique de communication, sachez une chose. Quand on communique, il y a un émetteur, vous, et un récepteur, votre client. Vous allez lui délivrer un message via un canal. Et il va vous faire un retour. Le retour peut être d'acheter ou de ne pas acheter, par exemple. Sauf que, autour de ce message, dans cet environnement, il peut y avoir des parasites, des signaux positifs ou négatifs, sur lesquels vous avez assez peu la main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un adulte est confronté à peu près 1 millier de messages par jour. Donc, comment faire pour que votre message soit entendu au milieu de tous les autres? 1. Définir votre cible, ça c'est fait, on n'y revient pas. 2. Définir les objectifs de communication. En général, il y a 3 objectifs majeurs dans la communication. 1. La notoriété, c'est-à-dire se faire connaître. 2. L'image, faire aimer notre produit. 3. Faire agir le consommateur. Le faire demander une documentation, le faire aller dans un point de vente, le faire acheter et acheter de nouveau. 3. Le message. Pour que votre cible, votre futur client soit réceptif à votre message, quelques petites règles. 1. Il doit pouvoir identifier qui émet ce message. Vous devez donc vous faire connaître dans un premier temps. 2. Vous devez respecter ce principe, un message par cible. 3. Pour que le message soit entendu, la cible doit le voir. Vous devez donc le diffuser sur le bon canal. 4. Vous savez, grâce aux enquêtes, quels sont les arguments dans ce message qui vont convaincre votre cible. Il faut donc les utiliser. Et 5. Le message doit être mis en scène. Il doit être pas seul, il doit être avec des visuels, des vidéos, bref, vous devez mettre en scène votre message. 4. Vous allez choisir les noms, les marques de votre produit, de votre entreprise. Vous pouvez distinguer le nom juridique de l'entreprise, par exemple SARL Dupont, du nom de l'offre de service que vous faites, du nom commercial de votre entreprise. Vous pouvez donc avoir un nom juridique qui soit SARL Dupont, c'est ce qu'on appelle la dénomination sociale ou la raison sociale. Avoir une offre qui s'appelle Au petit bonheur du Cantal, par exemple. Et puis avoir des noms de produits qui soient les confitures d'Adèle, le saucisson de Jean. Bref, vous pouvez décliner autant de marques que vous le souhaitez. Une recommandation, choisissez des noms signifiants pour vos clients et qui correspondent à votre positionnement. Si vous êtes sur du haut de gamme, choisissez un nom qui inspire ce haut de gamme pour garder une cohérence entre ce que vous proposez et ce que vous diffusez comme message. 5. Choisissez les supports de communication adaptés au message que vous voulez passer et donc adaptés à votre clientèle. En général, on a 2 grandes catégories de supports de communication, ce qu'on appelle la communication média, c'est-à-dire la télévision, la presse, l'affichage, etc. et les communications hors média, ce qu'on appelle plutôt le marketing direct, la communication publicitaire via des flyers, via des événementiels, via du street marketing. Aujourd'hui, il est vrai que tout cela se mélange un peu. Vous avez énormément de supports de communication, vous avez les vidéos, les réseaux sociaux, bref, aujourd'hui, tous les supports de communication existent. À vous de choisir celui qui est efficace par rapport au message que vous voulez transmettre et par rapport à votre cible. Quand vous choisirez vos supports de communication, n'oubliez pas que chaque support, et notamment les réseaux sociaux, ont chacun leurs règles de fonctionnement, leur type de clientèle. Vous devez donc respecter ces règles si vous voulez paraître crédible auprès de vos clients. 6e, planifiez vos actions de communication. Essayez de voir dans le temps. Alors idéalement, il faudrait pouvoir le faire sur 3 ans, puisque évidemment, chaque dépense, chaque action de communication implique une dépense qui vont donc impliquer votre budget et votre prévisionnel financier. Essayez donc de planifier vos actions de communication, d'abord pour ne louper aucun moment et pour vous redonner un repère. Ne loupez aucun moment. Si par exemple vous êtes dans la bijouterie, il ne faut évidemment pas louper la fête des mères, la Saint-Valentin, Noël, etc.
tous ces moments propices à la vente. Dernier point, le budget. Je viens de le dire, toutes vos actions de communication sont une charge, sont une dépense. Il faut donc définir votre budget. En création d'entreprise, les créateurs ont souvent l'habitude de minimiser leur budget de communication pour faire des économies au début. Le problème, c'est que communiquer ramène du client. Donc, plus vous communiquez, plus vous mettez une intensité dans votre communication, plus vous avez de chances d'acquérir des clients et donc d'avoir le chiffre d'affaires qui vous convient et dont vous avez besoin pour passer les premières années d'existence de votre entreprise. Ne négligez donc pas les actions de communication. En revanche, aujourd'hui, il est possible d'avoir des budgets de communication extrêmement réduits. Tous les outils existent pour faire de belles choses avec de petits moyens. Je vous propose maintenant de parler de votre politique de fidélisation. Pourquoi est-ce important de fidéliser vos clients ? Tout simplement parce que garder un client revient 5 à 10 fois moins cher que d'en conquérir un nouveau. Alors évidemment, toutes les activités ne nécessitent pas une fidélisation de sa clientèle. Le meilleur moyen de fidéliser vos clients est de travailler sur l'expérience client. Je vous l'ai dit, une vidéo sera consacrée à ce sujet. Les autres actions que vous pouvez mener pour fidéliser votre clientèle, c'est de vérifier qu'ils soient satisfaits de ce que vous avez pu leur servir, donc d'évaluer leur satisfaction, mais surtout de prendre en considération les retours qu'ils vous ont faits. De proposer éventuellement qu'ils deviennent ambassadeurs, des prescripteurs auprès d'autres. À partir du moment où vous leur donnez un rôle actif dans votre entreprise, ils seront plus fidèles à votre entreprise et à ses produits. N'hésitez pas évidemment à tenir un fichier client pour pouvoir les relancer, les appeler, bref, leur proposer des promotions. En tout cas, vous devez savoir qui sont vos clients et tenir ça dans un fichier. Inutile en création d'entreprise d'acheter des solutions trop chères. Bien souvent, un bon fichier Excel peut suffire. Autre solution pour garder et fidéliser vos clients, c'est de garder un lien avec eux. Tenez un blog, envoyez-leur des newsletters, tenez-les informés des nouveautés que vous pouvez proposer. Bref, proposez-leur de participer à la vie de votre entreprise. Vous l'aurez compris, le marketing et la communication sont fondamentaux pour réussir votre création d'entreprise et développer votre entreprise. Vous comprenez donc également l'importance de l'étude de marché puisque c'est pendant votre étude de marché et les enquêtes que vous allez administrer auprès de vos clients que vous aurez l'ensemble des réponses qui se posent pour construire votre politique marketing et de communication. Bien évidemment, les conseillers création des chambres de commerce et d'industrie sont à votre disposition pour vous accompagner sur cette étape fondamentale.